C'était vraiment l'idée d'un film coup de poing qui soit dans l'urgence, qui soit dans un format relativement court. J'avais vraiment envie qu'à partir du moment où on racontait l'histoire d'un héros qui voit sa vie s'arrêter très prématurément, on ait un peu la possibilité de communiquer au spectateur la même sensation. C'est-à-dire que quand le film s'arrête, il y a presque un moment où on se dise voilà, ah bon, mais déjà. Et donc il y avait cette idée que le film soit assez rapide, assez très monté, très urbain, très hivernal. Enfin bon, il y avait tout un ensemble d'idées comme ça. Et ce qui était très intéressant en tant qu'auteur, c'est que justement, même avant l'écriture du scénario, il y avait déjà ces données qui étaient avancées. L'histoire a été écrite dans l'intention de la mise en scène de Laurent, quand même. Des gens que je connaissais un petit peu par certains travers. Laurent s'y était intéressé aussi, je ne sais plus pour quelle raison, mais toi tu avais eu des contacts aussi là-dessus. Et c'était très important de toute façon de les humaniser, de ne pas en avoir une image non seulement trop cliché, mais trop inhumaine non plus. Il fallait vraiment, oui, bah, y a des anniversaires, on fait des cadeaux, on se téléphone, on boit des coups ensemble. Ça, boire les coups ensemble, tout le monde le visualise bien. Mais on avait besoin, évidemment, on était tous les deux assez frappés dans nos recherches par le fait que des cadres, bon là on a le médecin, on voit bien qu'Eric Caravaca vit pas non plus dans un HLM complètement paumé, des cadres participent à ce genre de choses comme des véritables évasions pour eux. J'ai regardé un certain nombre de films sur l'hooliganisme, qui sont des films soit américains, soit britanniques. Et le défaut que j'y trouvais, c'est que les bagarres étaient vraiment trop cinématographiques, trop chorégraphiées. Et donc au contraire, je me suis plutôt inspiré de ce que je trouvais sur Internet. Il suffit de taper hooligans fight ou ce genre de choses et on trouve plein d'images prises au téléphone portable de bagarres entre groupes de hooligans en Russie, en Angleterre, en Hollande. Et donc, ce dont on se rend compte très rapidement, c'est que c'est un gigantesque chaos, c'est n'importe quoi. Il y a des types qui se prennent pour des champions de kung-fu. C'est vraiment, c'est pathétique. Et donc, je voulais retrouver ça, cette espèce de chaos d'une cour de récréation très particulière. En plus, il fallait quand même qu'il y ait un parcours pour nos 4 comédiens principaux, Ducré, Caravaca, Mali et Cyril, au sein de cette bagarre. Il fallait qu'on sente que le jeune garçon était capable de faire à la fois preuve de grande violence et de débrouillardise. C'était très écrit, ces scènes. Alors après, il a fallu s'en emparer avec le régleur cascade, Alain Fuglas, qui a fait un très joli travail, qui est vraiment quelqu'un qui est très très à l'écoute de la mise en scène, qui a très bien compris ce que je voulais. Et il a fallu, comme je le disais précédemment, déconstruire la bagarre en question pour qu'on puisse rendre le chaos inhérent à une situation comme celle-là. On s'est bien gardé d'aller chercher des vrais supporters. On a essayé de travailler avec des gens qui étaient des gens raisonnables. Mais il y a eu un gros travail de chorégraphie. Et après, comme c'était une chorégraphie très nerveuse, très fatigante, je ne pouvais pas me permettre de leur faire la même chose, prise après prise, axe après axe, pendant des heures et des heures. Donc là, mon choix, ça a été de tourner à 4 caméras. La production a parfaitement compris la chose et sur 2 jours, on a eu comme ça 4 caméras pour pouvoir rentrer le maximum de matériel. Le parti pris, c'était de se dire, il va y avoir du déchet, il va y avoir beaucoup de déchets, mais dans ce déchet-là, il y aura des moments qui seront suffisamment vrais pour qu'on puisse se dire, on est vraiment en plein milieu d'une rixe entre bandes rivales, quoi. Pour moi, le modèle du jeune homme, dont on connaît le nom qu'à la toute fin, c'est la combe Lucien. C'est-à-dire, c'est quoi d'avoir extrêmement peu de références culturelles, pas du tout d'esprit critique, n'avoir développé aucun esprit critique. Comment est-ce que du coup on devient une boule de billard balancée d'un endroit à l'autre sans a priori sur les choses, parce qu'il n'a pas d'a priori. Lui au fond, amener Samia à l'anniversaire de ses potes fachos, ça lui pose mais pas 2 secondes de problème. Il ne voit pas un instant où est le problème. Ah non, il ne voit pas un instant où est le problème. Et elle dit après quel con. Et le grand truc aussi qu'on a beaucoup travaillé, c'était justement qu'il ne soit pas que con. C'est aussi qu'il est malgré tout un peu touchant dans ce qu'il est, et il n'est pas que con, il a simplement des valeurs qu'il n'a pas. Il y a une forme de naïveté, et ça on y tenait aussi beaucoup. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire chez Cyril, c'est que d'abord il a un côté très jeune et angélique, alors qu'il a 27 ans, bientôt 28. Donc il est resté très gosse physiquement, c'est-à-dire que quand on le rase de près et les cheveux courts, il fait vraiment très gamin. Donc il y avait cette idée de pouvoir utiliser un comédien qui était mature, mais qui en même temps avait
cette espèce de dichotomie du physique et de l'esprit, quoi. Il y a chez lui ce côté vraiment purement angélique. On n'imagine pas un instant qu'il soit capable d'être violent. Et du coup, quand la violence jaillit, elle est à chaque fois surprenante. Ah, mais c'est une violence quasi naturelle, pareil, qui vient de son histoire, qui vient de son milieu, mais sans, encore une fois, sans le souligner, sans dire « oh, c'est un pauvre orphelin, donc il a été obligé de se battre ». C'est une violence instinctive. J'aime un filmage nerveux, qui tienne compte de l'urbanité du lieu. Moi, je me suis beaucoup amusé à filmer Paris, que j'avais jamais eu l'occasion vraiment de filmer comme ça. En plus, c'était mon premier film contemporain, donc je pouvais me laisser aller. J'étais pas coincé par des histoires de décors, d'époque, de véhicules, on sort du décor, là tu peux plus filmer. Donc voilà, je me sentais assez libre par rapport à ça, quoi. Il se trouve que j'aime beaucoup travailler en longue focale, j'aime beaucoup travailler avec des amorces, j'aime beaucoup qu'il y ait un relief dans l'image, une profondeur, et qu'on soit en mesure de situer le personnage dans cet univers-là. Alors pour le coup, concernant ce film-là plus précisément, c'est vrai que le personnage de Cyril, je le voulais en permanence coincé par les amorces, coincé par les lieux où il était, avec une possibilité seulement que d'aller de l'avant. Il n'y a pas vraiment de possibilité de réfléchir, alors il est toujours en train d'aller de l'avant, mais j'essaie de toujours faire en sorte qu'ils soient en contresens de quelque chose. Alors à contresens des gens qui tournent dans le cours de théâtre, à contresens de la rame de métro qui croise, voilà, de toujours le coincer et l'obliger à aller dans un sens qu'il n'avait pas nécessairement choisi. Donc je me suis beaucoup évertué dans le découpage à respecter ce genre de choses. Le gros avantage, c'est que Christian est musicien, il écrit des chansons, donc on a commencé par se dire, voilà, moi j'aimerais que le film commence par une chanson qui soit très lambda, très gnangnan, à la limite très gnangnan, effectivement, que le film ne soit pas typé d'emblée par la musique qu'on allait entendre dès les premières minutes. L'idée, c'était vraiment que la musique soit là en contrepoint permanent des personnages. Qu'elle était dans le thème du film. Malgré tout, ils vont passer des auditions de chant, donc on avait besoin, donc d'où le fait que de toute façon il y a des chansons qui peuvent être celles qu'ils entendent, pas forcément, c'est pas très grave, on a un lien là, mais qui n'est pas forcément immédiat, qui l'est jamais, et je pense que ça c'est plutôt pas mal. C'est pas vraiment de la musique dans le film, mais c'est quand même une musique qui est très liée au sujet du film, le chant des sirènes, des gens qui vont écouter des chansons, bon, c'était quand même... Dans les dernières versions de scénario, ces musiques-là étaient déjà indiquées. Oui. À tel moment, il y aura tel morceau, tel titre. Et c'était déjà en cours de négociation, en préparation. On savait qu'a priori, on avait les moyens, quand même, on avait négocié les budgets. Et on avait négocié les morceaux avec les ayants droit, et on savait qu'a priori, on pouvait se payer la musique en question. Une séquence qui a l'air de rien comme ça, mais qui pour moi a été compliquée en termes d'imagination et après en termes de mise en œuvre, c'est la séquence du marché avec la candidate facho jouée par Catherine Arditi, qui est prise à partie par les militants antifascistes. C'était une scène où il y avait beaucoup de monde, tout ce monde-là devait jouer juste. Et ça a été pour moi une scène extrêmement lourde et compliquée à mettre en scène. Je suis toujours très touché par la séance du karaoké. C'est idiot, c'est pas la séance là. Moi, c'est probablement une des scènes que je déteste le plus dans le film, mais bon. Voilà. Parce que ça tient un peu de choses. Je trouve qu'elle arrive dans le moment du film à rajouter pile ce qu'il faut de ce qui pourrait être et qui n'est pas. Pour moi, c'est gnangnan, quoi. C'est gnangnan. Mais en même temps, elle a sa totale justification dans l'histoire. Ouais. Elle dit du conditionnel. Moi, c'est ce que. Oui, dans ce film-là, dans cette construction-là, évidemment. De ce qui pourrait être. Tout un film comme ça, je crois que j'aimerais pas trop. Non, on est d'accord là-dessus. En fait, ce qui est en filigrane, et je crois que c'est là-dessus qu'on a toujours été, c'est qu'est-ce qui est nécessaire au film, en fait. C'est jamais ça, j'aime pas. C'est qu'est-ce qui va absolument dans le sens de ce qu'on veut raconter et qu'est-ce qui n'y va pas absolument. En voilà. fait, ça va jusqu'à aller filmer une sortie de Parc des Princes alors qu'on déteste le football et les supporters. Voilà.